Nico combattait les ténèbres, la peur et le froid qui cherchaient à l'immobiliser. Il fallut rassembler toute son énergie pour tourner la tête, mais il parvint à poser les lèvres, tout contre l'oreille de Will. Il inspira brièvement et articula 3 mots, en priant pour que son petit ami les entende. Et Will les entendit. 3 mots, une promesse d'espoir. Je t'aime. Coucou, bienvenue sur cette vidéo, la deuxième, où je vais continuer ma petite lecture du Soleil et de l'Étoile. Donc c'est un des derniers romans écrits par Rick Riordan, donc l'auteur des Percy Jackson. Donc ça se passe dans l'univers des Percy Jackson. Cette histoire-là a la particularité d'être coécrite par Rick Riordan et Mark Oshiro, que je ne connais pas du tout, donc je découvre. Pour ceux qui débarquent, j'ai déjà lu la première moitié du tome, donc j'en parle dans une première, dans une autre vidéo. Et donc là, j'entame la deuxième moitié, voilà. Donc je découvre le bouquin, je lis, je réagis, je partage mes impressions, je fais des commentaires qui ne servent à rien, voilà. Ah oui, peut-être un petit rappel vite fait de ce qui se passait dans la première moitié du bouquin, donc là où je m'étais arrêtée. Du coup, dans cette histoire, on suit Nico Di Angelo, donc c'est un personnage dans l'univers de Percy Jackson, donc c'est un demi-dieu, comme la plupart des persos. Pour ceux qui ne connaissent pas Percy Jackson, c'est une histoire de demi-dieu, voilà. Donc c'est un demi-dieu, fils d'Hadès. L'histoire commence par Nico qui est hanté par des rêves qui n'en finissent plus. Dans ses rêves, il entend une voix qui l'appelle du tréfonds des enfers, le Tartare. Il en vient assez vite à la conclusion que ça doit être Bob, un titan qu'ils avaient rencontré dans les histoires précédentes, avec qui ils étaient devenus amis. Et comme beaucoup de personnages très tertiaires dans l'univers de Percy Jackson, on l'a un peu oublié, il s'est retrouvé abandonné là, personne n'a rien fait pour lui. Et du coup là, il y a Nico qui commence à avoir un cas de conscience et se dire oui bon quand même, faudrait aller le chercher. En plus de ça, il y a une prophétie qui est proférée, n'est-ce pas, par l'oracle de Delphes, qui annonce à Nico que il faut que tu ailles en enfer, gna 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 gna. Donc il y va. Il est accompagné par Will, son petit ami, donc Will qui est un fils d'Apollon, qui descendent tous les deux en enfer, la première partie de l'histoire. Ils sont d'abord attaqués par une démon qui a été envoyée par quelqu'un, on ne sait pas trop, quelqu'un qu'elle appelle Mère. Nico recolle les morceaux du puzzle et comprend que cette fameuse Mère, ça est en fait Nyx, donc Nyx, une déesse primordiale qui vit dans le Tartare, donc déesse de la nuit, et que Nico a croisé dans les histoires précédentes très brièvement. Il s'est retrouvé par accident dans son domaine. Toute une histoire, mais bon, toujours est-il qu'il avait croisé le chemin de Nyx, et ce faisant, il a un peu attiré suscité l'intérêt de la déesse, parce que c'est un fils d'Hadès, un enfant des ténèbres, mais qui aspire à être heureux, qui aspire à changer, et ça Nyx n'aime pas. Donc il comprend qu'il s'agit de Nyx, que Nyx est peut-être en train d'essayer de l'appâter, donc elle retient Bob prisonnier dans le Tartare, où elle lui fait subir d'horribles choses, probablement pour attirer Nico dans ses griffes. Dans les enfers, Nico et Will retrouvent les troglodytes, des petits hommes grenouilles sympathiques qui adorent les chapeaux et qui les aident en fait à traverser les enfers pour trouver une entrée dans le Tartare, une entrée secrète quoi, pas l'entrée officielle. Et maintenant, que se passe-t-il? Vont-ils arriver au Tartare? Nous allons bientôt le savoir. Attendez, quoi? Dans la prairie voisine, un troupeau de vaches noires exécutait avec une synchronisation exemplaire, ce qui ressemblait à des mouvements de fanfare. Moulinet, pas de danse, formation en colonne. Il y a un trog qui s'appelle Chat Majesté. J'aime beaucoup le nom. Chat Majesté a le don des bouviers. Qu'est-ce que ça dit? Apparemment, Nyx a coincé Bob dans un bain de pu, dans une pustule de régénération. Je sais pas si j'ai dit, mais quand les monstres sont tués, ils se régénèrent dans le Tartare. Qu'apparemment, ils se régénèrent poussant dans des grosses pustules. Et Nyx aurait coincé Bob. Condamné à se noyer dans le pu, Nyx force Bob à se régénérer en permanence dans son bain de pu, jusqu'à ce qu'il accepte de redevenir Japet. Moi, j'accepterais, hein. J'avais oublié, oui, il a des capacités d'auto-guérison, c'est pratique. Ça vaut mieux parce qu'il décide de dévaler les pentes sur la tête. Bah ça va bien, dis donc. Donc oui, il a dévalé une pente, il s'est cassé la gueule, il s'est cassé la margoulette. Je me suis pété la gueule en courant après un crabe. Bon, il se relève quand même avec des petits bobos et des égratignures, et après avoir marché encore quelques kilomètres, il s'aperçoit qu'il s'est fait taillader le bide, c'est pas comment. Nico remarqua la longue tache rouge sombre sur son t-shirt. Ah, c'est curieux, ça y était pas tout à l'heure. En effet. Pourtant, lorsque Will souleva son t-shirt, ce fut pour révéler une longue entaille. On aurait dit que quelqu'un avait voulu lui dessiner un sourire au rasoir sur le cheveu. Alors, il s'est empalé sur un caillou, s'est coupé sur un caillou tranchant.
Quelle façon conne de mourir. D'où venait cette étrange blessure? De sa chute, du jardin de Perséphone, des vergers de Ménoétès. Il y avait une hypothèse bien plus inquiétante que Nico ne parvint pas à chasser de son esprit. Le corps de Will, malmené par les enfers, commençait à s'autodétruire. Bah dis donc, autodestruction enclenchée. D'ailleurs, les autres plaies continuaient de sointer. Okay. Du coup, ils arrivent devant le fleuve de la douleur, l'Achéron. Faut passer par là pour aller au Tartare. J'arrive pas à comprendre s'il faut passer dans la cascade du fleuve ou qu'il faut traverser le fleuve. C'est pas clair. Et du coup, il y a 5 fleuves. Attends. Donc il y a le Styx, le fleuve Lété, le Phléguéton, le Cocyte. Et maintenant, l'Achéron baissa les yeux vers le torrent furieux. Il n'avait aucune envie de révéler à Will les pouvoirs de ses eaux. Bah, s'il s'appelle le fleuve de la douleur, ça donne une idée quand même. Ah, c'est également le fleuve du châtiment. Ah. Quand les âmes arrivent aux enfers, elles doivent parfois passer par les eaux de l'Achéron pour être purifiées. Parce que ce qu'elles ont commis sur Terre est si terrifiant qu'elles ne peuvent même pas se rendre directement au champ du châtiment. Oui, et pas seulement pour le corps, frémit Kringly. Il vous met l'âme en lambeaux. Il va chercher tous les crimes que vous avez commis, toutes les mauvaises pensées que vous avez eues. Et il vous les ressasse dans la culpabilité et la souffrance jusqu'à ce que vous soyez purifiés. Ça me rappelle quelque chose. Génial, souffle là, oui. Et quand c'est fini, on a la paix. Ah, pas du tout, poursuivit Kringly. À ce moment-là, vous n'êtes plus qu'un fin sédiment de malheur éternel, encore conscient en tant qu'âme, et rendu fou par la douleur. Ok, vous allez devoir plonger dedans. Mais c'est ça leur raccourci. Ah, et c'est comme ça du coup qu'ils croisent la nymphe. C'est elle qui va les aider à traverser. La nymphe des flashs dans le futur. Ah, apparemment, ils sont au bord, à la fin des enfers. Donc les enfers ne sont pas ronds comme la Terre. Ils sont plats. La nymphe est habillée d'une robe d'âme solitaire qui gémissent de souffrance. C'est un choix vestimentaire comme un autre. Hein. Tombe enfin dans le Tartare. Mieux vaut tard que jamais. C'était vraiment nul celle-là. Ok, donc c'est une chute qui dure des jours entiers. Ça a l'air sympa quand même. Impossible de parler, impossible de penser. À part se cramponner, trembler, ils n'avaient pas grand-chose à faire. Il n'est pas impossible qu'ils se soient endormis sur leur rame. Nico ne garda de la chute qu'un vague souvenir de ténèbres et de cauchemars. Sympa. 3 days later, 3 weeks later, many months later. Oh, c'est beau. Nico combattait les ténèbres, la peur et le froid qui cherchaient à l'immobiliser. Il fallut rassembler toute son énergie pour tourner la tête, mais il parvint à poser les lèvres tout contre l'oreille de Will. Il inspira brièvement et articula 3 mots, en priant pour que son petit ami les entende. Et Will les entendit. 3 mots, une promesse d'espoir. Il tombait, encore et toujours. Ah bah et maintenant il traverse des nuages de sang. C'est sympa le Tartare. Il est trop mignon, oui. Il y a Nico qui s'est évanoui après avoir invoqué un gros tas de squelettes pour qu'ils atterrissent plus ou moins en douceur dans le Tartare. Bref, donc il s'évanouit. Et Will se sentait curieusement optimiste, excité même. Parce que Nico serait réveillé, il apprendrait, roulement de tambour, que Will n'avait pas oublié les Kit Kat. Après les vols d'ombre, ses barres chocolatées lui rendaient toujours miraculeusement ses forces. Si bien que Will avait pensé à en emporter quelques-unes dans son sac à dos, bien isolées dans leurs petits sacs zippés, sur lesquels il avait écrit « En cas d'urgence, consommez du chocolat ». Il est chou. Il se cramponnait à cette idée de pouvoir rendre service à Nico, de contribuer positivement à la quête. Ah, il est trop méga. Ah, Yax. L'air qu'il a respiré était poisseux. Il n'y avait pas d'autre mot. Pas humide, non. Plutôt de la consistance de la glace qui dégouline des cornets en plein été. Et l'odeur des œufs qu'on laisse pourrir en pleine chaleur, qu'on mélange à de la crotte de chien et qu'on remet à cuire au soleil. Quoi? Nico se réveille, il est en présence d'un garçon bouc, ou un garçon bélier, on sait pas non. Ami ou ennemi. Il s'appelle Amphithémis. C'est nom à coucher dehors. Quoi? Officiellement, je suis un centaure de Lamos, mais dans la vie, je suis plutôt satyre. Ou un satyore, si tu veux. T-Bob! Ils ont retrouvé T-Bob! Percy et Annabeth avaient affronté le Tartare. Je me souvenais pas. Je me souviens pas de ça, mais il faut que je les relise. Hein. Oui, parce que le Tartare est aussi... c'est pas juste un endroit, évidemment. C'est un dieu, un dieu primordial. Donc ils sont dans un dieu, voilà. Qu'est-ce que c'est encore, ça? Blocage total du pylore. Je répète, blocage total, risque de refoulement. Un endroit charmant, le Tartare. Ce serait marrant qu'il se réveille. Oh, non! La lampe solaire ne s'allume plus! Mince alors, il est foutu, oui! Parce que là, cette lampe, c'est la seule chose qui le maintenait en vie, hein, depuis qu'ils sont rentrés aux enfers. Les piles ont dû se décharger. Mais même avec les piles de rechange. La lampe était morte! C'est T-Bob qui va leur montrer la voie. Il miaule!
Oh, oui, je suis vachement plus tourneboulée par la présence du chaton que par quoi que ce soit d'autre. Suivons le chat. Oui, il va les amener jusqu'au placard à croquettes. Bon, bah, ils sont repartis pour un tour de bateau sur les rapides de la dépression. Il dérive sur le fleuve de la douleur. Il se redressa sur son séant. Ok. Allez, voilà terrassé par une quinte de tout. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le tartare leur a pété au nez? Nico crache un filet de glaire brunâtre. Dans quoi sont-ils? Dans les intestins du tartare? Aïe aïe aïe. L'air acide lui collait au poumon, nappant sa peau, sur laquelle apparurent bientôt des cloques. Ils sont en train de fondre. On aurait dit qu'ils étaient en train d'être digérés. Ah, c'est ce que je dis. Bon, ils sont pas encore dans l'intestin, mais ils étaient dedans, à l'intérieur du dieu sans âge, à l'intérieur de ses intestins. Je l'avais dit. Tartare était vivant. Tartare les attaquait de ses sucs digestifs. Nico se blottit contre lui et expectora un globe de morve. Va ailleurs, va cracher tes glaires ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc il y a Nico qui essaye d'invoquer des squelettes. Ces ossements n'étaient pas ceux des morts, pas dans le sens où Will et Nico l'entendaient. Will le comprit dès que la tête de la première créature émergea de la crevasse. Lorsque le monstre fut entièrement sorti de terre, il se redressa sur ses deux jambes. Son corps d'hybride de chèvre et de mammouth. De mammouth laineux. Il en perd sa bouboute, le mammouth. Ses yeux fendus lançaient des éclairs rougeoyants. Il poussa un grondement assourdissant, à vous déchirer les tympans. Un second chèvre-mute avait émergé de la forêt. Oups. Ah oui, T-Bob peut se transformer en tigre à dents de sabre, de bonne taille. T-Bob redevenu T-Tigre à dents de sabre. Ah, donc, je crois qu'ils arrivent au domaine de Nyx. Tout est devenu noir. Nuire. Je vois le chemin qui conduit au palais de la nuit. Un pied devant l'autre, il avançait à pas mesurés et prudents. Il se trouvait à présent au-dessus d'un abîme sans fond, marchant sur une corde raide et faisant de son mieux pour ignorer le tremblement de ses genoux, le regard rivé sur l'arche en pierre noire. Moi, je passe pas, hein. Le Jersey, ça fait la largeur d'une corde, avec un gouffre de ténèbres en dessous. Nope, tant pis pour Bob. Ils se retournèrent vers l'arche. Soudain, il n'y avait plus aucune hésitation dans leur mouvement. Ils franchirent le passage d'un bond. De l'autre côté se dressait une énorme baignoire de régénération aux parois palpitantes, secouées de convulsions. La membrane qui la fermait était charnue et presque transparente. Une forme humaine se débattait sous elle dans un liquide jaunâtre. Ils reconnurent Bob le Titan. Ils ont trouvé Bob. Le jardin de Nyx était aussi terrifiant que dans le souvenir de Nico. La version en négatif de celui de Perséphone. Au-delà de la mort, au-delà de la pourriture, au-delà de la vie. On dirait un slogan, genre les Jeux Olympiques. Toujours plus mort, toujours plus pourri, toujours moins vivant. Ah, il n'arrive pas à crever la membrane. Zut alors. Bah sinon, ils peuvent le faire rouler peut-être. Dans sa bulle, comme un hamster. Apparemment, il faut qu'ils s'y mettent à deux pour crever la membrane. On leur dit, j'appelle le soleil et l'étoile. Donc on a Will qui chante, et Nico qui transpire, se met à briller de l'éclat de 1000 soleils. Will, hein, pas Nico. Tandis que Bob émergeait de sa prison vivante, muni de son balai. Le gars, il est revenu à la vie avec son balai. Ça faisait partie intégrante de sa personne. What the fuck. Nyx est là. Elle avait surgi derrière eux, ses ailes fuligineuses, dressées dans les airs, son corps tourbillonnant de ténèbres. Si elle avait eu un visage, sans doute se serait-il paré du plus horrible des sourires. Bienvenue parmi nous. C'est si bon de te revoir, Nico dit Angelo. Je t'attendais. Ah ben ça alors. Oh. Elle replia ses ailes immenses, révélant des bataillons de monstres qui l'accompagnaient. Replia? C'est pas plutôt elle déplia? Ah, mais elle arrive comme ça, et puis elle fait chouing, puis il y a les monstres derrière, c'est ça? Mais quelle mise en scène! Ah, il y a aussi Hypnos et Némésis. Oh, Némésis, cette sale conne! Ah, la dernière fois, elle était sympa, et là... Désolée Nico, s'excuse-t-elle de devoir me rattraper. Super. Docteur Thorne! Le retour de Thorne! Pas Thorne... Celui de la Basira. Une énorme queue de scorpion lui poussa au postérieur. J'aime bien la précision. Oui, en général, c'est là que se trouve la queue. Brune et dure comme le cuir. Attention, Will lance son rayon bisounours sur Nyx. Est-ce que ça va lui faire quelque chose? Le rayon l'atteignit à la jointure de son épaule et de son aile. La déesse poussa un cri strident. Elle reprit... Quand elle se moque de lui. Oh Nico, s'exclama-t-elle, tu aurais dû lire mes dépliants sur le tartare. Ils le disent en toutes lettres, mon cher, je suis la force des ténèbres numéro 1 dans ce monde. Tu pensais vraiment être amateur avec ta petite âme traumatisée tes tourments d'ado gothique. Moi je trouve qu'elle se la pète un peu, Nyx, quand même. Je suis les ténèbres, tonna-t-elle, d'une voix si impérieuse que Nico avait l'impression d'être grondé par un trou noir. Elle en fait des caisses, Nyx. Il y a quelqu'un qui a foutu le feu au palais de la nuit. Et les ululements stridents de Nyx, elle s'est transformée en
chouette. Ses chevaux s'appellent Ombre et Pénombre. Nyx, il ne t'a jamais effleuré l'esprit que tu pouvais évoluer? Absolument pas, ricana-t-elle. Pourquoi? Je suis parfaite telle que je suis. C'est ce que je me dis tous les matins devant mon miroir. Ah, tout ce qui existe a besoin de moi. Que serait le monde sans la nuit? C'est vrai que ce serait triste quand même. Nico a des enfants. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des petites créatures qui surgissent. Attendez. Attends. On refait la scène. T'as Will qui dit « Nyx, n'insiste pas! Tes enfants et toi, vous ne pourrez jamais nous empêcher de partir. » C'est possible qu'on cède à la Reine des Ténèbres, mais ceux de Nico, en revanche... L'interpellé a l'impression que son monde vacille. Je suis une mère, proclama Nyx. Tu le savais, non? Je peux créer des démons à partir de tout et de n'importe quoi. Nico perçut leur arrivée avant même de les voir. Des ombres furtives entourèrent le char de Nyx et il les vit de nouveau. Ses yeux qui luisaient attentifs. Il y en avait tellement, 10, 20, il n'aurait su le dire. Il ressemblait au premier abord à de petites taches, de suie ou de peinture, comme un enfant maladroit aurait pu en laisser sur une toile. Mais en s'approchant d'eux, Nico put distinguer des bras, des jambes, des épines. Certains avaient des excroissances sur le dos, l'un d'entre eux avait des défenses qui lui sortaient de la gueule. Un autre encore, des sortes de bois qui poussaient sur ses tempes et un corps long, mince, comme celui d'une loutre. S'approchèrent de lui, hésitant, la démarche vacillante, saccadée. Il sentit ses genoux se dérober sous lui, son estomac se nouer atrocement. Qu'est-ce qui se passe? Voulut savoir Will. Mais Nico fut incapable de lui répondre. S'agenouilla devant les créatures d'ombre qui se bousculaient, se donnaient des coups de nageoire ou de gueule grondés. Et Nyx semblait les dominer toutes. Nico, déclara-t-elle, il est temps que tu fasses connaissance avec tes enfants. Ils ont eu des enfants ensemble. Donc il a fait des bébés avec Nyx. Est-ce que c'est ce qu'il faut comprendre? Ce sont des cacodémons. Des cacodémons. Les enfants de Nyx, les incarnations des émotions et des sentiments négatifs. C'est tous les sentiments négatifs de Nico. Oh, ils sont l'air mignons. Le petit cacodémon cornu sautilla vers lui, ses yeux sans pupilles lançant des éclairs. Il posa le museau sur la paume de son père pour la flairer. Oh, tu peux les ramener à la maison peut-être? Ils ont des petits noms. Chagrin, présenta-t-elle en frôlant les bois du premier. Culpabilité, ajouta-t-elle en caressant les pattes arachnéennes du démon suivant, dont la venue suscita en Nico d'autres souvenirs. Tristesse était une masse informe. Ah, jalousie était le nom de la créature aux défenses de sanglier. Tu aimes sourire? Tu le sais bien. Mais dis donc. Oh, attention, Will, il entre en mode berserk lui aussi. Tu se laissa guider par sa colère. Attendez. Il était fils du dieu Apollon, non? Et donc, ayant puisé dans toutes ses émotions négatives, Will se servit du pouvoir hérité de son père pour accomplir une action jamais réalisée. Il donna un rhume des foins à leur ennemi. Waouh! Faut pas sous-estimer la puissance du rhume des foins, hein. Je le sais, c'est terrible. Nyx se mit à éternuer et mieux lavant la main sur la poitrine pour mieux expectorer. Bientôt, elle fut recouverte de morts. Il est vrai qu'elle n'avait pas de nez. Oui, comment ça marche au juste? Expliquez-nous. C'est magique, c'est ta gueule, c'est magique. Nico peut contrôler ces petits démons. Les cacodémons en rang devant Nico, leurs yeux blancs grands ouverts, attendaient avec impatience l'ordre suivant. Ils ont l'air trop choux. C'était Hypnose qui a mis le feu au palais? Le sale garnement. Bah apparemment ils se rebellent tous contre Nyx. Parce que c'est une grosse conne, hein. Que veux-tu? Même ces gamins peuvent pas l'encadrer. Du coup, Nico décide de rebaptiser ses cacodémons des Chocaplix. Ce qui va les emmener avec lui. Mais la prophétie, elle disait qu'il allait laisser quelque chose. Alors il les libère. Il leur dit d'aller vivre leur petite vie de Chocaplique. Yes, quoi? Qu'il y a Némésis qui les rattrape. Elle leur dit qu'elle a le pouvoir de tychokinésie. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais entendu ça. C'est le pouvoir de modifier la chance. Ah, intéressant. Je savais pas qu'il y avait un mot pour ça. Tychokinésie. Bon, ils ont réussi à semer Nyx en partant dans le fleuve, dans la souffrance, sur l'Acheron, parce qu'apparemment elle peut pas rentrer dans les eaux du fleuve, ça lui fait trop mal, parce qu'elle n'est que souffrance. En fait, elle ne peut pas entrer dans l'Acheron. Gorgira le disait, la douleur, c'est le fleuve que nous devons remonter pour aller là où nous voulons vivre. C'est beau, c'est beau. Comme Nyx ne veut pas reconnaître sa douleur, eh bien le fleuve la rejette. Ça a le mérite d'être clair. Peut-être un peu trop. Nous sommes libres, songea Nico. L'amour s'est dérivé sur un fleuve de douleur et se savoir en sécurité. C'est beau ou pas? Ah, c'est mignon. Il y a son père qui le visite en rêve. Oh, il fait un câlin à son papa. C'est Hadès qui lui a envoyé la prophétie. Ah là là, il faut qu'on cause. Monsieur D, il fait des câlins. Ça ne va plus. L'avenir était riche de promesses et ça remplissait Nico d'espoir. Ça se finit par Nico et Will qui s'endorment l'un contre l'autre avec tous les petits Chocaplix, comme ils les appellent, les petits cacodémons. Est-ce que c'est pas sur Pénet? Est-ce qu'on peut adopter? Je veux adopter un cacodémon. Moi aussi j'en veux. Et ben voilà, c'est fini. C'est l'heure du bilan. Je sais pas pourquoi je crie comme ça. Alors, est-ce que j'ai aimé?
oui. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment de lecture. Bon, l'histoire est pas dénuée de défauts, on va y revenir, mais ça reste une petite histoire sympathique à lire. Voilà, c'est comme ça que je la définirais. C'est un peu un ovni par rapport à ce qu'a fait Rick Riordan avant, donc par rapport aux autres séries dans l'univers de Percy Jackson, même en dehors d'ailleurs. On n'est pas du tout sur la même échelle, enfin les enjeux sont pas les mêmes, c'est beaucoup plus intime. Il s'agit pas de sauver le monde d'un grand cataclysme, mais juste, en fait c'est très personnel, ça concerne uniquement Nico. Ouais, l'histoire est vraiment focus sur lui, sur son évolution, sur sa relation avec Will, et même le méchant, il est là, il se mêle de ses affaires personnelles, hein, de sa vie privée, donc c'est une histoire beaucoup plus intime, je dirais. Voilà, il y a ce sentiment qui s'en échappe. L'autre chose que cette histoire a de particulière, c'est qu'elle a été coécrite, du coup. Mon père, pardonnez-moi car j'ai péché, j'ai eu de très mauvaises pensées. Quand je me suis rendu compte que l'histoire était coécrite, je me suis d'abord dit donc en fait l'oncle Rick il a eu la flemme d'écrire son histoire lui-même, alors il a pondu un scénario vite fait sur une page, puis il a donné ça à un pote auteur et il lui a dit vas-y tu me l'écris pendant que moi je bosse sur ma série à côté. Dans ma tête, au début, ça s'était passé comme ça. Et par la suite, je me suis un peu intéressée à co-auteur Marco Ciro. Je me suis dit qui est cette personne, quel genre de bouquin elle a écrit avant, donc je suis allée voir sur son profil et je me suis rendu compte que elle a l'air d'écrire beaucoup de romans. On est plus focus sur le relationnel, des ados qui grandissent, qui se découvrent, avec beaucoup de thèmes LGBTQ+. Et là, je me suis dit ça a fait ding dans ma tête et je me suis dit mais en fait j'ai été mauvaise langue. C'est pas juste que Rick Riordan avait la flemme d'écrire son bouquin, à mon avis. Et ça s'est confirmé d'ailleurs parce que je suis allée voir ensuite des interviews des deux auteurs et effectivement il explique que comme ce bouquin-là était focus sur Nico et sa relation avec Will, en tant que vieux mec hétéro, il se sentait pas forcément d'écrire tout seul là-dessus comme ça. Enfin, voilà. Pour être sûr de pas écrire de bêtises, du coup il a demandé l'aide un auteur qui avait beaucoup plus de background, qui appartient à la communauté queer, du coup. Donc ceci explique cela. Et je trouve que c'est une bonne démarche. Au début, je me suis dit oui, c'est quand même ça doit être chaud de coécrire sur un univers comme celui-là qui est déjà vachement établi. Enfin, il y a 15 tomes qui sont sortis dans l'univers, donc les personnages, on les connaît vachement bien, l'univers, on le connaît vachement bien, le ton de l'histoire, tout ça. Comment tu réussis à t'insérer là-dedans, quoi. C'est un défi un peu compliqué et au début, je me suis dit pourquoi prendre un tel risque, pourquoi s'imposer ça? Et finalement, rétrospectivement, je pense que c'était la meilleure chose à faire si vous voulez que cette histoire-là existe. Disons que ça peut éviter de tomber dans des clichés. Je pense que Marco Ciro, il a apporté une patte, là, avec des petites scènes bien touchantes. C'était réaliste, c'était cool, tout simplement. Malgré certains défauts que je vais évoquer, du coup, je les impute aussi, je pense. Je les impute à la collaboration en fait qu'ils soient deux à avoir écrit cette histoire. Donc je pense que ça a apporté du bon et du moins bon. Mais pour l'instant, on va parler du bon. On va parler de ce que j'ai aimé, des trucs que l'histoire fait bien. Déjà, j'ai bien aimé les messages de l'histoire. Bien aimé ce que ça raconte, j'ai bien aimé ce que ça dit, ça parle de trauma, ça parle d'amour, ça parle de changement, d'acceptation, tout ça. Et ouais, ça en parle avec avec sincérité et aussi avec espoir, avec, je sais pas comment dire, mais avec bienveillance. C'est une histoire qui donne de l'espoir, qui réconforte, c'est comme une petite couverture qu'on vient te poser sur les épaules. J'ai bien aimé ça. Autre gros point fort pour moi, c'est la relation entre Will et Nico. Et c'est cool parce que c'est le cœur de l'histoire, donc c'est important, donc c'est bien qu'ils aient pas foiré ça. J'ai trouvé leur relation assez crédible, genre dans le sens où on peut facilement s'identifier à ce qui leur arrive et enfin ce qui leur arrive pas, pas le fait qu'ils se retrouvent dans le tartare, à devoir combattre des monstres, non. Mais genre les fois où ils s'engueulent un petit peu et tous les trucs qui font qu'ils doutent de leur relation ou les questions qui se posent, tout ça, ça j'ai trouvé que c'était crédible et que effectivement ouais c'est des questionnements et des peurs que beaucoup de gens, je pense, ont eu ou ont. Je crois que ça parle à pas mal de personnes. Moi, ça m'a parlé. Ça m'a murmuré à l'oreille.
Oh purée. C'est pas genre du gros drama, c'est pas des trucs improbables, tu vois, qui vient un peu challenger leur couple, non. C'est tout simplement les peurs qui les retiennent un petit peu, quoi. Parce que c'est deux personnages quand même très différents. D'un côté, on a Nico qui est un ado très renfermé, qui a vécu beaucoup de choses assez traumatisantes, qui a pas l'habitude d'être heureux, quoi. On va dire qu'il a pris l'habitude, là, sa baseline de bonheur, elle est assez basse, tu vois. Que ouais, il sait plus trop ce que c'est, quoi, qu'être heureux. Il s'est renfermé sur lui-même. Il a un peu pris l'habitude de tenir les gens à distance pour se préserver. Et là, dans l'histoire, il traverse un petit peu une crise identitaire parce que il peut pas continuer à être comme ça avec Will qui à côté a besoin et envie de nouer un lien. Et du coup, si Nico continue de le repousser et de cacher une partie de sa personnalité ou de ses traumatismes, c'est pas possible, quoi. Et l'ennui, c'est que Nico s'est tellement défini à travers tout ce qui lui est arrivé, à travers ce personnage d'ado gothique, que s'il est pas ça, qu'est-ce qu'il est, quoi. C'est un peu ça son problème dans ce tome. Tandis que de l'autre côté, on a Will, un gars plein de compassion, c'est le soigneur de la colonie, et il a vraiment le caractère qui va avec, quoi. Caractère de soigneur, si ça veut dire quelque chose, on ne sait pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui a l'habitude de prendre soin des autres. Il a eu une enfance, en comparaison à Nico, il a eu une enfance plutôt tranquille. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Ça a l'air d'être quelqu'un de plutôt heureux dans sa life, tout l'opposé de Nico. Mais il a aussi ses petits défauts, notamment le fait que, au début, son problème, c'est qu'il a tendance à traiter Nico comme quelque chose qu'il faut réparer, quoi, et à voir ses blessures, ses traumas, comme quelque chose qu'il faudrait complètement soigner jusqu'à ce qu'il n'en reste aucune trace. Pour résumer simplement, en fait, le problème de Will, c'est qu'il a un peu une espèce de positivité toxique. Parce que dans sa tête, à lui, douleur égale pas bien, donc il faut s'en débarrasser. Sauf que Nico, lui, il a pas une vision aussi radicale des choses, donc, comme on a dit tout au long de la lecture, Nico, lui, il voit aussi de la beauté dans les choses tristes. Pour lui, la mort, c'est pas forcément quelque chose de négatif, la tristesse non plus. Même les trucs pas bien qui lui sont arrivés, il a pas forcément envie de tout balancer à la poubelle, quoi. Lui, il aimerait conserver quelque chose de tout ça. Je sais pas pourquoi je fais ça avec mes mains. D'où les tensions entre eux. Et évidemment, au fur et à mesure qu'ils traversent le Tartare, il y a des moments où ça clash, et ils finissent, par se dire les choses. Ils font vraiment des efforts, quoi. Ils essayent très fort de se comprendre l'un l'autre. C'est cool. Ça fait plaisir de voir des gens qui essayent vraiment, qui sabotent pas leur relation. Du coup, c'est pas énervant non plus de les voir se prendre la tête, tu vois, qu'ils sont de bonne volonté, mais c'est juste que c'est difficile, quoi. Ça, c'est aussi un des messages de l'histoire. Quand il discute avec Perséphone, il lui demande comment fait-on pour aimer quelqu'un qui vient des enfers. Tu sais que l'amour est un choix difficile, Will. Bien sûr, pour certaines personnes, c'est une chose facile. On peut aimer souvent, on peut aimer de manière instantanée aussi, comme Narcisse. Et puis il y a ceux qui n'arrivent pas du tout à aimer. Mais quelle que soit la forme que prend l'amour, quelle que soit la quantité dont on dispose, il faut toujours choisir. Va-t-on le cultiver? Va-t-on le laisser mourir? Quelle fleur donnera-t-il? De l'amitié, de la passion, de la vie? Ça ne répond pas vraiment à ma question. Quand je suis arrivée ici, le soleil me manquait, comme à toi, je le suppose. Mais au-delà de ce manque, j'ai dû repasser toutes mes certitudes au crime. Tout ce que je pensais de la lumière et de l'obscurité, de la vie et de la mort. Nico, ajouta-t-elle, a tous ses paradoxes en lui, comme son père. Un dieu, un demi-dieu que la mort environne à un tel point. Eh bien, il apprécie la vie encore plus que les autres. Il la comprend intimement, même si on a parfois l'impression qu'il s'en détourne. Vous croyez? Parce que ce n'est pas toujours l'impression que me donne Nico. Parce que tu es une créature du jour, comme moi, une créature de la lumière. Parfois, il nous est difficile de bien voir ce qui est obscurité, de l'apprécier. Apprécier ce qui est obscurité? Perséphone se leva et s'approcha d'un grand arbre. Il en détacha une fleur rose vif, aux longs pétales en forme d'ellipse. Magnifique, tu ne trouves pas? Will tendit la main. Elle y déposa la fleur qui s'y ouvrit lentement, révélant, à la surprise du fils d'Apollon, une pierre d'un noir si profond qu'on aurait dit un éclat de parfait néant. C'est une variété spéciale de Céréus. Il fleurit la nuit, lui apprit la déesse. Si je la cultive dans mon jardin, c'est que celle-ci ne s'ouvre qu'en présence de l'obscurité. De l'obscurité qui est en moi? Will écarquilla les yeux. Bien sûr, Will. Crois vraiment que tu n'es que clarté sous prétexte que tu es né d'Apollon? Non, sans doute. Murmura-t-il. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Pas d'obscurité sans lumière, Will. Que l'une et l'autre existent, il faut un contraste. Mais avec Nico, c'est difficile, Perséphone. Je veux qu'il soit heureux, mais lui, parfois, il se réfugie dans son obscurité. Comme s'il se cachait dans un trou où ma lumière ne peut pas entrer. Alors pourquoi ne pas lui offrir ton obscurité, à la place?
Et moi, personnellement, je me suis pas mal retrouvée dans Will, ou en tout cas dans ses défauts, dans son côté monsieur trop positif. Il se peut que j'ai été un peu comme ça par le passé, occasionnellement. Du coup, ça m'a bien parlé, on va dire. Voilà, et le conseil que donne Perséphone à Will, c'est un bon conseil. Moi, j'ai dû trouver toute seule. Personne n'y m'a dit comment on manœuvre un Nico. Ça pour dire, l'histoire est pleine de bons conseils. Et Will et Nico sont vraiment... ils sont poupinés. L'histoire, c'est comme un bon marshmallow enrobé de chocolat. C'est bon, c'est réconfortant. C'est très sucré, par contre. C'était bisounours. Mais après, ça, c'était annoncé dès le début. Hein, quand ils vont discuter avec Percy et Annabeth et qu'ils leur demanderont comment vous avez fait pour survivre dans le... survivre dans le Tartare, ils leur disent, bah écoutez, il va falloir être très bisounours, les gars. Du coup, ils l'ont fait. Hein. Ils se font des câlins, ils se font des bisous, ils se disent je t'aime. Autre truc que j'ai bien aimé, donc la description du Tartare. Donc ça, c'est un petit détail. C'est cool quand même, hein, c'est l'environnement. Donc j'ai trouvé que les descriptions du Tartare, elles étaient... Et pour finir, aussi un petit détail. J'ai bien aimé dans la fin, c'est l'arrivée des petits carcodémons là. J'ai trouvé que c'était une manière inventive, efficace, de vraiment donner corps au choix en fait que doit faire Nico. Quoi, ça devient. C'est pas juste lui dans sa tête qui se dit. Ok, c'est bon, je vais aller mieux, je vais passer à autre chose, je vais devenir quelqu'un d'autre. De matérialiser, d'extérioriser ce moment clé. Bah, j'ai trouvé que c'était une bonne façon de le faire. Voilà. Je regrette un peu qu'on n'ait pas eu quelque chose d'assez similaire avec Will. Bah, je vais rebondir, du coup, je vais passer dans la partie des choses qui auraient pu être mieux faites en attaquant justement par ça. J'aurais vraiment aimé que l'histoire, elle creuse un peu plus certaines choses. Et j'aurais aimé que ça aille encore plus loin. Et je pense que pour ça, il aurait fallu que l'histoire soit plus longue, en fait. C'est vrai qu'avec juste un tome, un peu limité quoi. Et sinon, le point faible de l'histoire, c'est l'humour. Et ça, c'est vraiment dommage pour une histoire de Percy Jackson. Parce que c'est un peu la force en principe des bouquins de Riordan et de toutes les séries dans l'univers de Percy Jackson. C'est l'humour quoi. Bon après, chacun son humour. Donc il y a peut-être certainement des gens qui trouvent ça nul. Mais je ne fais pas partie de ces gens-là. Donc de base, je suis déjà le public. A priori, je suis sensible à l'humour Percy Jackson. Et là, il s'est passé quelque chose. Mais c'était pas comme d'habitude. En fait, c'était pas drôle. L'histoire essayait trop fort d'être drôle. Enfin, elle essayait, vraiment. Mais justement, il aurait mieux valu ne pas essayer. Parce que là, c'était pas... Non. Et il y avait vraiment des scènes où l'humour s'insérait avec ses gros sabots en plein milieu de scène où non, c'était pas le moment, repars immédiatement. Et à côté de ça, il y avait aussi des personnages, pas Nico et Will, enfin en tout cas j'ai pas eu l'impression, je ne dirais pas ça, mais les autres personnages qu'on connaît bien comme Chiron, Percy, Annabeth, Monsieur D, ils donnaient un peu l'impression d'être out of character, comme on dit. Enfin Monsieur D qui s'inquiète pour Nico, genre ouvertement, c'était très bizarre. Et Percy et Annabeth aussi étaient bizarres. Je vais vous lire la scène. Cette scène, je trouve, illustre très bien à la fois le problème de l'humour et le problème des personnages. Selon moi. Donc là, t'as Nico qui leur dit qu'il s'apprête à aller dans le Tartare. Percy, tu as bien entendu le mot Tartare, hein, vérifie Annabeth en se tournant vers son petit ami. Oui, comme dans Sauce Tartare, enchaîna Percy. Une quête futile et pimentée, parce qu'il aurait dû s'arrêter là. Ça me va, répondit Annabeth en dévisageant de nouveau Nico. Une quête de sauce tartare, donc. Cool, ça va super bien avec les fish and chips. Dites, vous deux, les recadra Nico. Je suis sérieux. Mais on sait que tu es sérieux, reprit Annabeth. Nous aussi. C'est magnifique comme quête. Oublie pas l'aioli au citron. Ça ajoute un certain piquant. Annabeth, s'il te plaît, s'interposa Will. L'autre jour, à la cantine, poursuivit Percy, j'ai vu un type qui mélangeait tous les condiments dans un seul bol. Résultat, un chef-d'œuvre. La meilleure des sauces. Il l'a baptisé sauce qui peut. Et oui, parce qu'après ça, t'as plus de papilles, gloussa Annabeth. Vache, mais c'est nul! Mais qu'est-ce que je vous disais? Oh non, mais vous me disiez c'est nul. Non mais d'accord, mais là c'est affligeant, y a rien. Et après, ils redeviennent un peu sérieux, mais bon, déjà, la blague de la sauce tartare, bon, je l'ai faite, donc c'est que c'est pas une blague très drôle. Mais en plus, si l'histoire passe 5 minutes à traîner cette blague pas drôle, là, à l'étaler sur sa tartine, et c'est vraiment étonnant, en fait, de la part de Percy et Annabeth. Surtout Annabeth, encore, bon, Percy, peut-être, qui réagirait comme ça pour... parce que ce serait sa façon de cacher un petit peu le trauma, parce que, ils sont eux-mêmes, sont tombés dans le Tartare. Dans mon souvenir, c'est vraiment le pire moment de leur vie, hein. C'est un vrai traumatisme, quoi, donc
Donc ça cadre pas en fait les voir plaisanter comme ça, genre aussi légèrement. C'est bizarre. Donner l'impression en fait qu'ils fument des pétards dans leur chambre. C'est peut-être ce qu'ils font, hein. Peut-être qu'ils étaient high. Enfin voilà, du coup, ça illustre, je pense, assez bien ce que je veux dire. Voilà, et donc bah ça, tout simplement, je pense que ça vient du fait que l'histoire a été coécrite, quoi. C'est pas facile, je pense, d'imiter le ton ou l'humour d'une autre personne. C'est quand même un exercice compliqué, et surtout quand on se greffe sur une histoire avec des personnages aussi bien établis. Tout ça fait qu'au final, il y a quand même une espèce de petite impression de fanfic qui se dégage, je trouve. C'est pas dramatique, hein, la fanfic, c'est bien aussi. Et en plus de ça, ça s'est ressenti aussi dans les passages là que j'ai lus, mais l'histoire est pas très subtile, quoi. Les messages sont écrits cash, noir sur blanc, tu peux pas les rater. Pas très subtil, mais il y a une vraie sincérité qui s'en dégage. Je suis un peu plus encline, je pense, à pardonner le fait que c'est un petit peu abîmé avec des gros sabots. Malgré ses défauts, je trouve que c'est cool que cette histoire existe en fait. Je trouve que c'est cool qu'ils aient essayé, qu'ils aient pris des risques de faire quelque chose d'un peu différent, qu'ils aient pris le risque aussi de collaborer, malgré le fait que forcément ça allait donner une histoire avec un petit peu, une voix différente ou des personnages pas tout à fait comme on les connaît. Je pense que ça valait le coup en fait. Cette histoire, elle n'intéressera, c'est pas pour les gens qui connaissent pas Percy Jackson, c'est une histoire qui a été faite pour les fans de Percy Jackson et les fans en particulier de Nico, D'Angelo et Will, et aussi pour la communauté queer fan de Percy Jackson, quoi. Je pense vraiment que c'est un petit cadeau de l'auteur à ses fans, et je trouve que c'est sympathique. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je crois, à peu près. Je crois qu'on a fait le tour. Je lirai peut-être, je pense que je lirai c'est le Calice des dieux, l'autre histoire qu'il a écrite là, tout seul cette fois. Parce que ça m'intéresse, parce que je suis curieuse, parce que moi, si on me donne plus de Percy Jackson, mais je prends, y a pas de souci. Je sais pas si j'en ferai une vidéo, par contre, on verra. La prochaine vidéo, je pense, sera sur Autre Monde tome 2, parce que je l'ai, parce que ce serait bien de le lire avant que j'ai complètement oublié le tome 1, ça vaudra mieux. Et sinon, j'ai pas mal d'idées aussi pour d'autres vidéos. Attends, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et la précédente, si vous l'avez regardée, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas, je dis ça comme s'il y avait des gens que je ne connaissais pas qui allaient tomber sur cette vidéo, peut-être, un jour. En attendant, merci d'avoir regardé. Laissez un petit commentaire, ça fait plaisir, ça aide au référencement, peut-être, à faire sortir cette vidéo des tréfonds du net. Bisous. Ça va pas la tête. Elle est folle.